Salut tout le monde, on est en direct avec l'excellent André Berkoff qu'on ne présente plus. Ça fait un moment que je voulais l'avoir sur ma chaîne. Je suis vraiment très honoré qu'on puisse échanger là aujourd'hui, sachant que j'ai eu la chance d'intervenir dans son émission Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio, que je vous recommande évidemment vivement si vous ne l'avez pas encore vue. Elle a été particulièrement intéressante dans les 2 dernières années, en particulier pour le pluralisme des médias en France, ce dont on va parler aussi. Le sujet de cette vidéo, c'est le grand basculement, le grand bouleversement, comment des acquis des libertés publiques, comment des choses qui étaient considérées comme des pierres angulaires de notre civilisation, comme les libertés individuelles, comme le droit de propriété privée, que sais-je, sont en train d'être bradées, d'être considérées comme négociables en très peu de temps. Et évidemment, en introduction de ce vaste sujet dont on va parler avec André Berkoff, eh bien, il y avait le thème du quatrième pouvoir, du pouvoir des médias, de ce contre-pouvoir qui aujourd'hui n'en est plus vraiment un. Vous avez entendu parler, et ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, on en a assez parlé, à mon sens, de l'Express Gate, dont François a révélé le fonctionnement et malheureusement les vices déontologiques très graves. Bon, vous avez la vidéo en description. En description de cette vidéo, vous avez le lien de la vidéo qui a été postée sur François. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous le résume rapidement, 2 journalistes de l'Express avaient préparé un article sur moi et prévoyaient de m'interviewer. J'ai simplement demandé d'enregistrer leur interview, tout simplement. Leur interview s'est très très mal passée. Maintenant, avec le recul, on peut bien voir qu'ils se sont pris une fessée déculottée argumentative. Pour être honnête, ils n'étaient pas venus préparer. Ce que l'on a vu d'ailleurs, c'est que leur article était déjà écrit, et c'est ça un peu le problème du journalisme aujourd'hui. Et donc, ils ont fait pression sur moi et François avec leur avocat pour que cette vidéo ne sorte pas, en invoquant un article pénal complètement pété qui n'avait aucune application possible dans ce sujet, à savoir le droit à la vie privée pour une interview enregistrée dans un cas professionnel, dans un cadre professionnel. Et puis, bon, après ces pressions-là, eh évidemment, ils ont sorti un article complètement bidon. D'ailleurs, ça va justifier de les attaquer en diffamation, mais François a eu le courage de publier cette interview où évidemment on voit un peu ce qui est devenu une certaine presse actuellement. Et bon, je veux dire, ils ont tellement pris cher qu'on va même pas rappeler le nom de ces pauvres journalistes. Et on va tourner la page. Cependant, ça nous pose bien les bases d'une vraie émission sur le quatrième pouvoir. Alors, après cette introduction beaucoup trop longue, Monsieur André Berkoff, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Il se trouve d'ailleurs que vous avez été vous-même journaliste à l'Express, je crois, 7 ans, à la très grande époque où ce canard était encore un canard qui méritait son nom, du temps de Servan-Schreiber, etc. Et Françoise bon, Giroud, Claude Imbert, etc. Oui, bah oui, voilà, absolument. Claude Imbert, oui, oui, très très grand monsieur aussi. Et qu'est-ce que vous avez simplement à nous dire des pratiques journalistiques à l'époque, que on ne devrait pas, je pense, on ne devrait pas en 2022 dire les pratiques journalistiques des années 90 et des années 80 nous manquent. On ne devrait pas dire ça normalement dans un monde Non idéal. mais, Idriss Aberkane, moi je voudrais commencer par rappeler effectivement cette histoire de l'Express, puisque vous m'avez envoyé les lettres d'avocat et surtout j'ai écouté cette interview, ce qu'on appelle une interview. D'abord, il y a quelque chose, il faut aller au-delà des chartes, etc. Il y a quelque chose de base. Moi, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi, vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Mais d'abord, il y a quelque chose de très simple. Quand j'ai écouté cette interview, puisqu'on parle des neurosciences, on interroge votre compétence sur les neurosciences et autres. Enfin, ce que j'appelle journalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est que, n'étant pas moi-même neuroscientifique et les journalistes en question ne l'étant pas plus que moi et peut-être moins, en tout cas, s'il y avait un débat avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui interrogent votre compétence, eh bien, il fallait faire le débat. Il fallait amener vous, Idriss Aberkane, avec les deux autres personnes. Moi, si vous voulez, quand je fais parler des gens sur l'épidémiologie, sur Covid, sur le narratif Ukraine, on va parler de ces narratifs qui s'effondrent avec un bruit plus ou moins mou en ce moment, eh bien, j'invite les gens. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne vais pas jouer les épidémiologistes et faire la contradiction. On amène les gens, on dit voilà, il paraît que, etc. Voilà. Première chose. Deuxième chose, alors, si vous parlez des pratiques, il y a quelque chose d'étonnant. Je dirais, si je le compare avant, c'est une espèce de, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est peut-être pire que la malhonnêteté, c'est une certaine paresse. Je parle paresse intellectuelle, axée, fondée sur une ignorance. Mais l'ignorance,
On ne demande pas au journaliste d'être le spécialiste des gens qui l'interrogent. On lui demande non pas d'avoir réponse à tout, surtout pas, mais d'avoir question à tout. On pose des questions, on se demande, on confronte, on voit, on dit tel, dit ça. Mais la première des choses, encore une fois, pour en finir avec l'histoire de l'Express, et c'est vrai qu'on n'aurait, nous, jamais fait ça. Moi, j'aurais été le Berkoff dans les années 70. J'ai Idriss Aberkane, on dit que si, cela. Eh bien, j'aurais fait une chose, j'aurais dit à Idriss Aberkane, est-ce que vous êtes d'accord pour vous confronter avec Monsieur X ou Madame Y, qui est neuroscientifique et qui conteste violemment ou pas violemment vos dires. Là, ça aurait eu un sens. Et deuxièmement, moi, ça m'a frappé, même amusé, cette histoire des interviews. Quand on a des enregistrements d'interviews, quand on fait l'interview, évidemment, si quelqu'un, mais alors ça a été toujours vrai, si quelqu'un m'avait demandé, écoutez, moi j'aimerais enregistrer votre interview, etc. La seule chose que je leur ai dit, écoutez, je vous demande la priorité, puisque je suis venu vous interviewer, que ça paraisse dans mon journal, ou à la télé, ou à la radio avant. Mais après ça, écoutez, si je sais ce que je fais, si je suis clair avec ce que je fais, où est le problème? On n'a pas le droit de nous enregistrer. Mais pourquoi? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Déjà, c'est des choses basiques. Je ne vois pas, si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, si vous dites les choses, où est le... Ah non, 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 il ne faut pas que vous l'enregistrez. Oui, c'est pour vous, mais pour pas que ça soit publié. Non, bien sûr qu'il faut être publié, que ça soit publié après nous, ça c'est normal, mais le reste, où est le problème? Donc, c'est un espèce de petit jeu ou de petite, je ne sais pas si j'appellerais ça un simulacre, mais qui n'a pas de sens. Et surtout, alors je reviens au problème fondamental, on l'a vu sur les narratifs divers et variés que nous avons connus depuis 2 ans, c'est, écoutez, le journaliste, c'est quelqu'un, encore une fois, je le répète, je le radote, qui a question à tout. Mais question à tout veut dire qu'on n'ait pas d'alignation à géométrie variable, qu'on n'ait pas d'idéologie à géométrie variable, qu'on n'ait pas les 2 poids, 2 mesures. On interroge et puis on voit ce qu'il en est et on met les cartes sur table. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous aussi que François a été déterminé de publier cette interview. Vous aviez dit immédiatement sur Twitter, bien sûr qu'il faut la publier, la question ne se pose même pas. Et du coup, bon, encore une fois, laissons maintenant derrière nous ce sinistre épisode qui est le problème fondamental de ce qu'est devenu l'Express en 2 mots, malheureusement. Mais vous, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, vous avez 50 ans de journalisme et aujourd'hui, il y a une soif de vrai journalisme. Il y a une soif et votre émission l'a bien démontré. Les internets en général le démontrent. Vous savez, on dit, quand on veut être grandiloquent, on dit les internets pour parler de tous les réseaux, de toutes les opinions, de tous les points de vue, même si malheureusement, au même moment où je parle des internets, eh bien, on a aujourd'hui des appels à déprivatiser Internet parce qu'évidemment, les grands groupes américains contrôlent aujourd'hui beaucoup trop du flux et c'était pas ce qui avait été prévu à la création d'Internet dans les années 90. Mais aujourd'hui, quel conseil avez-vous à donner pour les aspirants journalistes, soit professionnels, soit citoyens? Si vous me permettez de repartir de votre premier grand conseil, le journaliste est celui qui a question à tout. Avec vos 50 ans de journaliste, je suis vraiment ravi de vous avoir sur ma chaîne pour que vous disiez aux gens ce que doit être un journaliste aujourd'hui, parce que le vrai journalisme est véritablement en voie d'extinction aujourd'hui. On le voit quand vous parlez de narratif, quand vous parlez de pluralité, quand vous parlez de méthode, le vrai journalisme nous semble de plus en plus menacé, en tout cas. Donc, quel conseil donneriez-vous? Alors, je serais peut-être, alors ça, c'est pas paradoxal, je serais peut-être moins pessimiste que vous, puisque justement, le vrai journalisme, enfin, ce qu'on peut appeler vrai journalisme, mais on va le définir, aujourd'hui, justement, c'est paradoxal de la part d'un autocrate dictateur sanglant comme Mao Tse-tung, c'est que sans fleurs s'épanouissent. Avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de gens, parce qu'il ne faut jamais généraliser, il y a aujourd'hui des journalistes en France et ailleurs qui font leur métier, qui essayent en tout cas de faire leur métier, avec pugnacité, avec honnêteté et qui vont au fond des choses. Quel est le problème? Qu'est-ce qui les caractérise pour vous? Qu'est-ce qui les caractérise d'abord, ces Eh bien, journalistes? écoutez, je vais vous dire, ce qui nous caractérise, c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale, pour être poli. Je crois que la chose la plus importante, vous savez, les analyses, c'est très bien, le courage, c'est beaucoup mieux. La vertu première, c'est le courage. C'est pas facile, hein, c'est pas facile quand on a une femme et des enfants ou un mari et des enfants à nourrir, etc., etc. Hein, c'est pas facile. Mais le vrai problème, il a plusieurs étages.
Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu d'abord qu'il y a, sans faire beaucoup d'histoire, au sens avec un grand H, il y a eu l'époque où effectivement les journalistes étaient propriétaires de leurs journaux. Mhm. Et oui, ça se passe. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il y avait aujourd'hui, et là aujourd'hui, il n'y a plus d'exception, il y avait hier des gens qui possédaient leurs journaux. Par exemple, je vais vous parler de l'Express, Mhm. Servan-Schreiber, Françoise Giroud étaient propriétaires. Et ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où sont arrivés les contrôleurs de gestion sur Mhm. tableau Excel, ils ont dit attendez, c'est une entreprise, c'est très bien. Eh bien, il faut que les investissements, le retour sur investissement, le fameux retour sur investissement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que quand on envoyait des journalistes, je pense à Pierre Lazareff et à François, vous voyez, ça nous amène aux années 70, effectivement. Quand Lazareff envoyait Joseph Kessel, ou Lucien Baudard, ou Blaise Sandrard, ou Pierre Mhm. Chandlerfer, un peu partout, ils partaient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils Mhm. étaient dans la réalité. Ils n'étaient pas derrière, effectivement, leur écran en train d'attendre de voir les vérités révélées par les uns ou par les autres. Et ils Ils ne y allaient. rendaient compte qu'à leur rédaction. Absolument, à leur rédaction, à leur patron de la rédaction. Il n'y avait pas des gens qui disaient attendez, oui, mais il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ci, etc. Alors, attention, c'est très important. La Mhm. presse vendue ou achetée, il n'y a qu'à voir le livre de Balzac et le film tiré, vous savez, Les Illusions Mhm. perdues, voir ce que c'était. Bien sûr, il y a toujours eu une presse achetée. Il y a toujours eu des bobards. Il y a toujours eu du bourrage de crâne. C'est pour Mhm. ça que les gens qui disent ah, les réseaux sociaux, c'est le bourrage de crâne, il faut rigoler. Regardez ce qui se passait en 14-18 et dans la Ouais. presse de 14-18 qui a qu'à lire ça pour voir ce qui se passait. Donc, ça veut dire qu'au fond, il y a 3 choses. Il faut du temps, il faut Mhm. des moyens et il faut donner aux journalistes. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le temps et ils n'ont plus les moyens parce qu'on ne le donne pas. On ne leur donne pas le temps et les moyens. On leur dit écoutez, Coco, oui, va faire cette enquête. Et au bout de 24 heures, comment tu m'as rien à ramener? Mais ça va pas attendre une enquête. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas en 10 heures qu'on va découvrir le Pérou ou la révélation ou le scoop. Donc, on se rabat sur quoi? On se rabat sur l'écume. On se Mhm. rabat sur le buzz. On se rabat sur les petites rumeurs. On se rabat sur. Moi, j'ai vu récemment dans une émission que je ne nommerai pas, à laquelle je participais, à la télévision, sur une chaîne d'infos en continu, il y avait un bombardement sur Mariupol. Pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait 3 images avec un bombardement, il y avait de la fumée, il y avait de la poussière, etc. Et on a demandé aux spécialistes militaires, vous savez qu'il y a les militaires de plateau maintenant, comme il y a les médecins de plateau, de Mhm. commenter. Et pendant une demi-heure, comme ils n'avaient rien à dire, c'était une image où on voyait simplement de la fumée. Alors on ne savait pas est-ce que le bombardement est venu d'en haut ou d'en bas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Mhm. la quantité négligeable d'importance nulle. Et si le journalisme devient un couteau sans lame auquel il manque le manche, comme l'expression de Lichtenberg, évidemment, ça donne cette écume-là. Il est là le problème. Il est manque de moyens, manque je veux dire, de temps, manque d'approfondissement, et effectivement, c'est lié aussi à des raisons politiques et financières dont nous allons sûrement parler. Oui, donc vous aviez bien parlé de la colonne vertébrale. Effectivement, je pense que si vous aviez été moins poli, vous auriez sans doute évoqué une autre partie de l'anatomie, mais fondamentalement, c'était bien entendu de cela qu'on parlait. Donc aujourd'hui, si Pierre Lazareff était là, alors on peut prendre des cas, parce que vous avez couvert la guerre au Liban, vous avez couvert les 2 guerres du Golfe, vous avez couvert la guerre en Afghanistan, soit par des éditoriaux, soit par des chroniques, soit par des Oui, articles de fond. Si Pierre Lazareff, si Blaise Sandrard, si Joseph Kessel étaient là aujourd'hui, on suppose qu'il y a un petit 20e à la Tintin, bon, même si c'était orienté aussi, mais on suppose qu'il y a, vous savez, à l'époque, enfin, dans les années 30, on avait même un mot, on disait pas reportage, on disait reporterisme. Il y avait encore dans les vieux dictionnaires, on voyait un reporterisme. Donc ça se lisait presque comme un documentaire, en fait, au point auquel c'était poussé. Donc si on avait Lazareff, Sandrard et Kessel aujourd'hui, par exemple, quel narratif vous pensez qu'ils auraient attaqué aujourd'hui, de quel narratif ils ne seraient pas satisfaits et comment aurait été menée factuellement, enfin oui. opérationnellement, pardon, leur enquête? Ben, on va d'abord rappeler, tout le monde le connaît, mais je pense qu'il va s'en dire, mais il ira encore mieux en le disant, le maître mot d'un maître journaliste qui était Albert Londres. Oui, Albert Albert Londres. Londres, qui a vraiment, s'il y a quelqu'un qui a enquêté, s'il y a quelqu'un qui a enquêté sur énormément de choses,
Et je ne parle pas d'Arthur Koestler, et je ne parle pas de tous ceux qui étaient dans la résistance ou dans la guerre d'Espagne, etc. Et Orwell, évidemment, Orwell, mais enfin, la plume dans la plaie. Un journaliste doit mettre la plume dans la plaie, que ce soit la caméra ou le micro ou autre. La plume dans la plaie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on prend le temps de regarder. Et aujourd'hui, ce que vous posez la question d'aujourd'hui, quand tu as eu l'histoire, le narratif du Covid, formidable. Alors on commence par dire, bon voilà, les vaccins, etc. Moi je ne suis pas contre les vaccins, j'ai été vacciné, etc. Mais après, je me dis, attendez, un vaccin, quand on fait la polio, le tétanos, etc., bon, on sait. Et là, il y a eu quelque chose de formidable, c'est que l'information est devenue même pas information, mais religion. C'est-à-dire que si vous n'adhériez pas à la doxa dominante, vous étiez soit évidemment un conspirationniste de la dernière, soit un partisan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un partisan effectivement des Illuminati ou voilà des grands cercles secrets. Mais à un moment donné, qui est devenu l'ordre du temple solaire? Qui est devenu la secte? Qui est devenu les gens qui disent mais attendez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et nous revenons à l'Inquisition. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est qu'au fond, non seulement tu as tort, mais tu es déviant et il faut te traiter comme un déviant. C'est-à-dire où j'ai envie de t'emmerder, comme disait un certain président de la République, ou j'ai envie en tout cas de te censurer. À partir de ce moment-là, quand les directions se disent non, 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 on ne peut pas parler de ça, il faut être responsable. J'adore. La responsabilité étant le cache-sexe de l'irresponsabilité, voyez. Et donc, voilà, ça s'est passé pour le Covid, ça se passe aussi pour l'Ukraine et puis pour beaucoup d'autres choses. Quand certains ont commencé à dire, écoutez, avec les sanctions, Bruno Le Maire, magnifique, hein, ça c'est pas un fake news, nous allons faire s'effondrer l'économie russe. Hein, bon, on a vu les résultats même pas un mois plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut même pas dire malhonnêteté ou pas. À partir du moment où vous prenez des désirs pour des réalités, vous pouvez être politique, mais vous ne pouvez pas être journaliste. La journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui doit prendre ses désirs ou ses idéologies préétablies ou ses préjugés pour la réalité. Commence à regarder ce qu'est le réel. Le réel frappe à ta porte en permanence. Donc, ouvre-lui la porte. Essaye de voir ce que c'est. Essaye de voir les nuances. Essaye de voir les contradictions. Bien sûr qu'il y a des contradictions. Et après, tu commences à faire ton travail. Et tu commences à faire ton travail de restitution et de transmission. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est la doxa, c'est l'ordre dominant, c'est la propagande. Ça s'appelle de la propagande et tout. Voilà. Et on voit très, très, très bien aujourd'hui que ce problème-là est posé en termes de secte, en termes de oui, vous êtes les conspires, nous savons. Et le plus beau, c'est quand, et ça arrive depuis toujours dans les guerres et ailleurs, quand un monsieur Delfrécy dit, le président du conseil scientifique, formidable, qui dit aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, oui, le vaccin, c'est vrai, n'empêche pas la transmission, le vaccin n'empêche pas la contamination, le vaccin ceci, le vaccin cela. Mais il a dit le contraire. Alors, c'est là où c'est grave. C'est que, dis-le, tu t'es trompé. Fais ton autocritique. Et de ce point de vue-là, les journalistes devraient l'interroger à fond. Quand il dit ça, Delfrécy, on aimerait qu'un journaliste dise, alors monsieur Delfrécy nous a raconté des histoires. Quand vous avez été convaincu que c'était plus ça? C'est la première question à poser. Vous savez, c'est encore une fois avoir non seulement question à tout, mais poser la question de la légitimité du fait et pas la légitimité de la personne. Je crois que c'est là, et on l'a vu encore une fois, et on le voit encore aujourd'hui, qu'il y a un véritable problème de comment dire, non pas seulement de langue de bois, mais de vérité révélée. C'est-à-dire que la pravda est devenue une affaire de morale, qui est quand même un peu fâcheux et préoccupant. Oui, c'est très clair. Si on essaie de prendre un peu de recul sur comment la société en est arrivée là, on avait les leçons quand même de l'entre-deux-guerres, où on a eu le croisement de deux phénomènes. D'abord, les médias de masse qui arrivent, on pouvait toucher 1 million de personnes le plus vite que jamais dans l'histoire, bien au-delà des gazettes, bien au-delà même de la presse à scandale, de l'époque du journalisme jaune américain au début du XXe. Et puis d'un coup, on a donc la capacité de toucher 1 million de personnes très rapidement, puis dans leur foyer en plus, en chuchotant à leur oreille avec la radio.
et de l'autre, la capacité des États à séquestrer les ondes et à dire, voilà, il n'y a qu'une vérité, il y a une question juive, il y a tel ou tel sujet, et nous avons cette version des faits, mais en fait, si vous partagez une autre version, vous êtes un terroriste, et c'était bien, ou un ennemi d'État, et puis vous finissiez disparu. Donc normalement, ces leçons avaient porté leurs fruits, puis on pensait qu'à l'effondrement du mur de Berlin, justement, ces leçons allaient encore plus être digérées, et que quand même, on était littéralement à 1 heure d'avion de la Stasi en France. Alors, on pensait qu'au contraire, ces leçons-là auraient porté leurs fruits, puis là, pas du tout. On voit qu'on tombe exactement dans les mêmes travers, et comme vous l'avez dit, alors on peut reprendre sur les informations. Vous avez parlé des fake news, donc de Monsieur Delfrécy, qui investit de l'autorité scientifique et investit du piédestal même de l'audience que lui valait sa fonction, a effectivement propagé de fausses informations, c'est exact. Les fact-checkers, parce qu'on a tout cet écosystème autour de fact-checkers, qui ont dit, voilà, si vous êtes contre Delfrécy, vous propagez de fausses informations. Aujourd'hui, Delfrécy dit, pardon, je me suis trompé, j'ai eu tort. Et puis aux États-Unis, on a eu Joe Biden qui a dit, si vous êtes inoculé, vous n'aurez jamais le coronavirus. Il l'a dit, il l'a déclaré, pareil, investi du piédestal de sa fonction, investi de son audience. Absolument. C'est ça qu'il a dit. Absolument. Or, aujourd'hui, il est testé positif pour la 2e fois, alors qu'il était quadruple inoculé et qu'il avait même parfois 2 masques sur lui. Donc, on voit bien là qu'il y a une dissonance entre le réel et le récit. Or, donc, votre conseil aux journalistes dont on a besoin aujourd'hui, aux journalistes en herbe et aux vocations de journalistes citoyens, c'est bien de rappeler que le journalisme est le défenseur du réel contre le récit, que porter la plume dans la plaie, c'est porter la plume du réel, parce que le réel ne peut pas parler, le réel n'écrit pas. C'est bien ça le problème, le réel n'écrit pas. Le réel, et une chose, Idriss, le réel n'est ni de gauche ni de droite. Ouais. Il faut arrêter avec ça, parce que vous avez l'autre doxa. Ça, c'est, je dirais, l'ordre du temple élitaire ou solidaire, etc. Ah non, non, mais si vous êtes de gauche, et on a encore ça en France, on pensait que c'était fini depuis quelques années, pas du tout. C'est-à-dire, avant c'était le d'où tu parles en mai 68, maintenant c'est qui tu es. Quelle est ton étiquette? C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, on remplace la réalité par l'étiquette. Ah, si tu es étiqueté ceci, donc tout ce que tu dis n'a aucune espèce d'importance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un me rapporte des faits, et là vous parlez des journalistes en herbe, et c'est vraiment pas facile le métier, parce que le métier aujourd'hui, c'est qu'en même temps une pluralité extraordinaire, on l'a vu avec les réseaux sociaux, il y a vraiment une espèce de expansion fabuleuse. Oui, mais qui n'est pas reconnu comme journalistique, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire, vous avez la morgue de certains journalistes, vous avez eu des journalistes comme vous qui ont dit, eh bien, il faut écouter et faire la part des choses et prendre du recul et amener notre expérience de journaliste, mais il faut tout de même écouter ce qui se dit sur ces autres sphères. Et puis vous aviez les autres qui ont dit, oh, non, non, ça c'est même pas sérieux, il n'y a rien à prendre là-dedans. Donc c'était quand même ça leur obstacle. Mais c'est le clergé, la noblesse et le tiers-état. On est complètement dedans. Le clergé politico-médiatique, la noblesse capitalisto-financière, aristocratico-financière, et qui est au-dessus des lois, en fait. Comme la noblesse est au-dessus des lois. Mais parce que c'est le camp du bien. On revient toujours à ça, Idriss Aberkane. Quel est le problème? Le problème, c'est nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça, c'est bien quand on a 4 ans que nos parents nous disent ça, 3 ans et demi, 4 ans, très bien. Après, peut-être, ou à 15 ans, on commence à réfléchir. Là, vous dites, mais de quoi vous parlez? C'est le camp du bien. Vous savez, moi, j'ai été extrêmement frappé par quand Macron a dit, et dans un interview aux Parisiens, donc, il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Pourquoi? Parce que quelque part, mais lui, comme beaucoup d'autres, moi, je sais ce qui est bon pour vous. Donc, à partir du moment où un journaliste accepte qu'il y ait un camp qui dit le bien, qui dit le vrai, et qu'il faut le suivre, il n'est plus journaliste. Il est propagandiste, il est passe-plat, il est passe-muraille, il est tout ce que vous voulez, mais il n'est plus journaliste. Encore une fois, le problème est de se renseigner. Et vraiment, le problème est de travailler. Travailler et le courage. Le travail et le courage. C'est ça. Sinon, on parle d'autre chose. Bah, merci déjà pour ces phares là en ce moment et ces boussoles déontologiques et puis pratiques. Alors, parlons évidemment maintenant du grand basculement ou grand bouleversement. Certains l'appellent d'une façon, d'autres d'une autre. Si vous me permettez, comme lancement de ce sous-sujet, qui n'est pas vraiment un sous-sujet, mais mon opinion dessus est que réellement, il fut une époque où il y avait des acquis.
Et je ne parle même pas d'acquis sociaux, parce que vous-même d'ailleurs, André Berkoff, vous avez été un peu churchillien dans votre carrière journalistique, c'est-à-dire que certains vous ont étiqueté conservateur, certains vous ont étiqueté au contraire très à gauche, voire même gauche révolutionnaire. Et en réalité, comme disait Churchill, progresser c'est changer, donc progresser souvent c'est changer souvent, mais vous n'avez pas vraiment changé, mais comme vous l'avez rappelé, la réalité n'est ni de droite ni de gauche. Ça d'ailleurs, on pourrait faire toute une dissertation là-dessus dans l'enseignement. Vous savez, dans l'enseignement, dès qu'on veut changer quelque chose, on demande d'abord si c'est de droite ou de gauche avant de faire quoi que ce soit. Eh bien, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'à une certaine époque, en particulier pendant les 30 Glorieuses, la notion d'acquis était assez claire et on avait différentes catégories d'acquis. On avait les acquis sociaux, par exemple, les congés payés, la sécurité sociale, les acquis du Conseil national de la résistance. Voilà. Et puis après, on avait des acquis moraux, comme la présomption d'innocence, puis on pouvait aller encore plus loin. On avait des acquis civilisationnels, voilà, le droit à la propriété, par exemple, et le droit à la liberté de circuler. Enfin, c'était devenu liberté d'expression, etc. Liberté d'expression, tout à fait, voilà. Liberté d'expression, c'était devenu donc l'interdiction de la censure, par exemple, sauf s'il s'agit d'incitation à la haine. Mais là, on a censuré pendant la crise Covid des choses qui n'étaient pas de l'incitation à la haine. Et en particulier avec Bill Gates. Bon. Qui s'est d'ailleurs vu remettre des imprimatours, des affidavits comme ça, de droit de s'exprimer ou pas. Puis on l'a vu sur Facebook ou sur d'autres. Et en plus, comble du comble, ensuite Facebook, interrogé par une commission aux États-Unis, a dit « Ah non, non, notre fact-checking, ce n'est qu'une opinion. Elle est protégée d'ailleurs par la Constitution américaine. » Très bien, vous avez l'opinion de censurer les gens, mais c'est protégé par la libre expression. Mais c'est protégé. Voilà, donc si vous me pardonnez ce lancement amphigourique, fondamentalement, pour moi, l'approche du grand basculement, c'est cette idée qu'on a des acquis qui aujourd'hui sont complètement jetables aux ordures en 2 ans. Des choses qui étaient considérées comme pierres angulaires de notre civilisation, c'est comme ouvrir les huîtres. Vous voyez, pour ouvrir une huître, si on appuie pile poil sur le bon muscle, hop, elle s'ouvre. Ben là, on a des acquis qui étaient quand même considérés comme non négociables face au terrorisme, face au choc des cultures, au choc des civilisations, ce que vous voulez. Et d'un coup, ces acquis, on les remet complètement en question parce qu'on a touché le bon muscle. Est-ce que le grand basculement, André Berkoff, ce ne serait pas ça aussi? Qu'on ait trouvé la faille pour pirater en quelque sorte des choses qui étaient considérées comme fondatrices dans notre civilisation. Oui, alors, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi et comment on l'a fait, surtout le comment. Si vous voulez, je crois que honnêtement, et ça c'est pas nouveau à mon avis, c'est que tout pouvoir vise effectivement à avoir une population de moutons. Alors, pas seulement les pouvoirs autocratiques, pas seulement les pouvoirs dictatoriaux. En 2 mots, hein, je la fais un peu brute de décoffrage. Écoutez, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire, on gère le pays. Alors franchement, ne nous emmerdez pas trop, on essaye de faire au mieux. Et laissez-nous tranquilles avec vos critiques, c'est facile de critiquer, vous savez, la critique est aisée, etc. etc. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? C'est qu'ils ont arrivé à un moyen. Avant, nous avions, et c'est pour ça, les acquis étaient très en danger, vous le savez très bien. La guerre, les inquisitions, ce qui s'est passé avant la Révolution, les guerres mondiales, les dictatures, tout ce qui s'est passé un peu partout, les massacres par millions, les massacres de masse. C'était quoi? C'était Pol Pot. Très intéressant. Pourquoi je prends Pol Pot? C'est vraiment le comprimé chauffé à blanc, chimiquement pur, de l'Holocauste par idéologie. Je veux dire, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont je vais traiter le Cambodge, je supprime le tiers d'entre vous, et peut-être que ça a marché, on a vu, heureusement que ça n'avait pas marché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, les acquis, ils sont jamais acquis, Idriss, jamais. C'est-à-dire que je crois véritablement que ce soit aujourd'hui ou demain, effectivement, il y avait des garde-fous, la Société des Nations, la Déclaration des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, mais on peut toujours déformer. C'est-à-dire que la vigilance absolue est dans le comment. Quand on voit que des gens peuvent utiliser, y compris des organes de démocratie, des organes de discussion, mais les tourner en disant, mais vous savez, c'est au nom de la liberté que je vais supprimer vos libertés. Mais c'est au nom de la liberté suprême, la liberté de faire de vous des gens améliorés, dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire quoi? C'est vraiment le comment. C'est là où je reviens à la fois au journalisme, mais pas seulement au journalisme, c'est à tous les citoyens, c'est la vigilance. Si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, la politique
si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Bertolt Brecht, le grand dramaturge allemand, quand il disait ah oui, dans un pays, le peuple maugré contre le gouvernement n'était pas d'accord et le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple. de Je changer le pense peuple. véritablement que la tentation de dissoudre le peuple est une tentation permanente. C'est toujours pareil et qu'il faut simplement juguler en permanence. Il est là, le vrai problème, il est là, il est le combat entre une espèce de propension, hélas, naturelle ou pas naturelle, ça c'est la philosophie, on peut discuter pendant des heures, à vouloir dire, écoutez, je comprends pas, mais nous on veut votre bien-être. Donc, de quoi vous parlez? Et donc, ça amène à quoi? Ça amène à effectivement le confinement, ça amène à ces aberrations formidables. Et quand ils arrivent à là, c'est très intéressant, parce que c'est du ressort du café-concert. Quand Castex disait, écoutez, oui, vous pourrez boire assis, mais pas boire debout. Oui, C'est-à-dire, rappelez-vous cet épisode fabuleux où, c'était en Fernand fait, Reynaud. Ouais. à plus d'1,50 m de hauteur, le Covid attaquait à mort. À moins d'1,50 m, vous étiez. Donc, quand on arrive à ce stade avec des gens soi-disant qui ont quand même 2 neurones ou 3, eh bien, on se dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils font ça, parce qu'ils sont tellement dans leur construction, vous voyez, que dans leur construction totalement artificielle, qu'ils disent oui, mais si j'abandonne un pan de cette construction, l'immeuble va s'effondrer, puisque c'est un immeuble fake. Donc voilà, et c'est là où, pour revenir à la liberté aux journalistes et aux citoyens, pour moi, écoutez, le journaliste est un citoyen comme un autre, il doit se poser des questions, mais lui, sa responsabilité est beaucoup plus grande, et de transmettre, et de ne pas le transmettre, de ne pas faire le perroquet par rapport aux idées reçues, à la doxa reçue. Il est là le problème. Donc c'est le, je dirais, c'est le comment des acquis qui est le plus important, parce que les acquis, regardez, en Amérique, c'est l'Amérique, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, First Amendment, le premier amendement, liberté d'expression. Quand Twitter a supprimé Trump à vie, En hein, laissant les il n'est pas talibans, en encore laissant élu. le compte des talibans en face. Absolument. C'est-à-dire, Trump, bon, on l'aime ou on n'aime pas Trump, c'est un autre problème. Il est président de la République, eh ben, Twitter le supprime à vie. Ah, mais attendez, je comprends pas. Je croyais que la liberté d'expression était le premier amendement de la Constitution américaine. Ah oui, mais non, mais c'est autre chose. Voilà. À partir du moment où vous laissez des gens, au nom de la liberté, et eux, pour leurs intérêts, on sait où sont leurs intérêts, faire ça, eh ben, il arrive ce qu'il arrive. Aucun acquis n'est acquis. C'est très très clair. Donc votre message numéro 1, c'est qu'aucun acquis n'est acquis. Effectivement, les acquis comme le réel ne peuvent pas parler. Et si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne parle pas à leur place, eh bien, si on ne parle pas en leur nom, en étant loyal, eh bien, ces acquis vont disparaître. Et on voit bien ce que ça peut donner. Et vous l'avez répété, mais je veux le répéter encore, le comment. C'est tout, parce que comme avait dit Staline, hein, ce qui compte, c'est pas qui vote, mais qui compte les votes. Eh bien, dans les lois, c'est pareil. On voit que certaines lois, d'ailleurs, souvent dont les intitulés sont trompeurs. On se rappelle aux États-Unis, on avait eu le USA Patriot Act, mais ensuite ils l'ont rappelé le USA Freedom Act, évidemment, parce que voilà, donc ça vous donne tout de suite. Si on s'arrête aux étiquettes, comme vous l'avez dit, on vit dans une civilisation d'étiquettes où quelqu'un pourrait étiqueter une bouteille de Coca-Cola grand vin de Bordeaux. Il y a quelqu'un qui le boirait en croyant que c'est du vin de Bordeaux et qui dirait même un jour à un producteur de vin de Bordeaux qui n'a pas reçu l'étiquette, ah bah c'est pas du vin que tu fais puisqu'il n'y a pas l'étiquette. Bon. Et aujourd'hui, on étiquette une des lois les plus liberticides de l'histoire. Tout à fait. Vous savez, c'est la phrase de Alfred Korzybski, le père de la sémantique générale, la carte n'est pas le territoire. Il faut rappeler ça, pour moi, le mot d'or du journalisme, ce devrait être ça. La carte n'est pas le territoire. C'est pas parce que tu vois un tableau Excel que c'est la réalité que tu vois. D'abord. La carte n'est pas le territoire. Bah, mais merci, on est ravis que cette vidéo reste sur ma chaîne parce que au-delà d'un éditorial, et j'espère bien sûr que vous reviendrez sur ma chaîne, que vous nous referez l'honneur de réintervenir, mais au-delà d'un éditorial, on aime bien aussi qu'il y ait la dimension essai. Et là, vous êtes quand même en train de brosser rapidement un essai de ce que devrait être le journalisme aujourd'hui, avec quelques points repères, à savoir la carte n'est pas le territoire, les libertés publiques sont confiscables davantage par le comment. Et on voit que le comment découle souvent du pourquoi, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire votre sécurité. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Pour votre amélioration, on voit d'ailleurs que c'est devenu le cas en Chine. Vous aviez cité Mao, et c'est marquant de voir qu'aujourd'hui, alors la Chine est dans une crise sans précédent parce que des épargnants ont tout perdu. Vous savez, avec ces fameux, ils appellent ça les chantiers à la queue pourrie en chinois, c'est-à-dire les chantiers où les épargnants ont acheté sur plan.
Et puis, les appartements n'ont pas été livrés et les sociétés promotrices, évidemment, au lieu de finir le chantier avec les emprunts qu'elles ont contractés, ont ouvert d'autres chantiers. Et aujourd'hui, on a plein de chantiers ouverts qui seront jamais finis et des épargnants qui ont tout perdu. Le Ils sont schéma de Ponzi. Le les schéma schémas de de Ponzi. Ponzi. C'est un schéma de Ponzi absolument, et personne ne l'avait vu comme d'habitude. C'est comme pour Madoff, c'est comme pour la crise des subprimes, personne ne l'a vu, et puis dès que ça arrive, on dit que personne n'aurait pu le voir, surtout. Et dans ce cadre-là, mais on en reparlera, je referai une émission là-dessus, mais dans ce cadre-là, on voit bien cette idée de changer le peuple. Le gouvernement, comme vous l'avez dit, et vous avez cité Brecht, qui d'ailleurs, dont rappelons, il n'a pas eu le Nobel parce qu'il était communiste, donc c'est assez marrant de voir que vous êtes vraiment aussi bien capable de citer des références de droite et de gauche, parce que comme l'avait dit Raymond Aron, celui qui se dit que de droite ou de gauche est hémiplégique. Mais c'est Bertolt Brecht, cette idée d'annihiler le peuple, enfin de dire allez, j'en ai marre de ce peuple, j'aimerais en changer. Vous l'aviez rappelé avec Pol Pot, et là en fait en Chine on est en train de le voir. Alors bon, c'est pas une extermination massive comme avec Pol Pot. D'ailleurs, je rappelle sous Pol Pot, parce que vous avez des lunettes, vous auriez été exterminé par défaut, puisque les porteurs de lunettes étaient des intellectuels. Et même sans vos lunettes, c'est un fait que vous êtes un intellectuel, André Berkoff. Donc dans tous les cas, je pense que vous étiez foutu. Mais comment éviter un scénario à la chinoise? Parce que c'est ça, réellement, la question sur le grand basculement. Comment éviter un scénario à la chinoise avec le crédit social et tutti quanti, avec des confiscations sur compte? Beaucoup d'économistes aujourd'hui nous parlent de la possibilité d'avoir des confiscations sur compte. Vous avez interviewé Charles Gave, qui nous a bien parlé de l'imminence d'un danger économique très grave en Europe. Comment empêcher ça? Y a-t-il là pour le coup une vaccination intellectuelle? Qu'est-ce que vous, André Berkoff, vous voudriez inoculer intellectuellement à notre auditoire pour éviter qu'une situation comme celle-là n'arrive? Je crois que c'était effectivement au centre du problème. Si vous voulez, encore une fois, j'espère, franchement, je suis de nature optimiste, touchant quelquefois la naïveté, mais j'espère qu'on ne tombera pas ni demain ni après-demain dans la Chine du crédit social et des bons points et des mauvais points, parce que si on arrive à ça, bon, ben, on parle plus d'un pays comme la France, on parle d'autre chose. Mais en attendant, franchement, se pose le problème, et vous avez raison de l'évoquer, c'est le problème en fait, de la résistance. Quand je dis résistance, c'est pas par rapport à une connotation 40-44, la résistance intellectuelle, la résistance mentale, la résistance active, qui n'est pas simple, effectivement, qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'on a besoin tout à fait aujourd'hui, et là on revient d'ailleurs au journalisme, enfin à l'information, disons, s'il n'y a pas de la contre-information, s'il n'y a pas la réinformation, s'il n'y a pas, encore une fois, une pluralité, vous savez, ce qui tue, c'est très simple. À partir du moment où la pluralité rétrécit, la pluralité se givaroise, eh bien, c'est là que la pravda arrive. Et c'est là où là, une certaine dictature, parce que ce qui est intéressant chez nous, on voit très bien, c'est pas les Gestapo à 6 heures du matin, c'est pas la Chine, c'est pas Pol Pot, c'est pas ça. On a trouvé des méthodes beaucoup plus soft. On a trouvé des méthodes de persuasion, je ne dirais même pas clandestine, de persuasion de masse. Vous savez, la fameuse fabrique du consensus, dont beaucoup de sociologues ont parlé. La fabrique du consensus, c'est quoi? Moi, j'ai été très frappé par l'histoire du vaccin. C'est-à-dire, l'histoire du vaccin est comme l'histoire de l'Ukraine. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, vous retrouviez les mêmes gens dans les mêmes camps, comme par hasard. Le vaccin, c'était, écoutez, franchement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je fais une petite historique, Idrissa Berkane, mais je crois que pour vos spectateurs, pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs, ce sera ça. C'est qu'au fond, il se passe ceci, arrive, donc on ne va pas revenir sur l'histoire du Covid, janvier 2019, etc. Ne jamais oublier, et c'est vraiment fondamental parce que ça peut se renouveler demain, le Ferguson, le modéliste britannique de l'Imperial College of London. Il arrive partout chez les chefs d'État, lui et d'autres, qui, entre parenthèses, il est l'auteur magnifique de la destruction de la moitié du cheptel en Angleterre parce que c'était les vaches encéphaliques bronchioliques bovines, ça allait être l'apocalypse. Bien, il va dire à Macron, à Trump et à tout le monde, il a dit voilà, vous allez avoir 500 000 morts, 5 millions de morts, etc. J'ai fait les modélisations, magnifiques, hein, les modélisations. On revient à ça. Il ne faut pas d'un journaliste modélisateur. Donc, les types, ils sont comme des fous. Ils disent, ah là là, qu'est-ce qui va arriver? Principe de précaution, on va être submergé, ça va être la catastrophe absolue, la grippe noire n'est rien à côté. Et ils commencent à dire au labo, allez, accélérer, accélérer, accélérer. Il dit, attendez, accélérer, nous, rappelez-vous, Pfizer, c'était 2023, c'était à Moderna fin 2022, on ne peut pas accélérer. Ah, si, vous allez accélérer.
Donc, ils accélèrent. Mais à quelles conditions? Et on revient vraiment au principe de responsabilité. À une condition. À une condition, les États, vous prenez vos responsabilités. S'il Ouais, y a des effets secondaires, s'il y a des effets indésirable. voilà, indésirables, parlons exactement, eh bien là, c'est vous. Nous, on n'est pas responsables. Or, il ne s'agit pas d'un frigo, il ne s'agit pas d'une voiture dont les Mm. freins lâchent, il s'agit de quelque chose qu'on vous met dans le sang. Alors, eh bien voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où la machine s'est enclenchée de manière massive et mondiale, etc. Alors, je ne dis pas, il y a eu des milliards de vaccinés, il n'y a pas heureusement des millions de morts, mais justement, on peut, encore une fois, on revient à poser la question. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les traitements précoces, rappelez-vous, il n'était pas Mm. question de parler de traitements précoces. Hein. Raoult était traité de charlatan, Mm. etc. Mais pas seulement Raoult. Pourquoi? Et bien là, il faut quand même le dire. C'est que je ne dis pas, moi je ne défends pas l'ivermectine, etc., etc. Je dis simplement qu'il y avait peut-être des traitements à 5 euros, sauf que les traitements à 5 euros, ce n'est pas les traitements à 1000 euros. Absolument, et Donc que il faut quand certains même, pays ont prescrit. Alors, rappelons que absolument, le professeur, je crois que c'était, je crois que son nom de famille c'est Satoshi, qui a découvert de l'ivermectine, a clairement fait une déclaration en ce sens. Et puis bon, le Mexique l'avait prescrit. Enfin, euh, l'Afrique, voilà. Donc, et l'Afrique, voilà. Donc l'Afrique. on avait, et Oui, là, pareil, porter la plume dans la plaie, montrer le réel, c'était quelque chose qui suffisait de rapporter plutôt que de partir dans des jugements. voilà. Et puis pour vendre, n'oublions pas qu'il y a deux grands moteurs. Tous les marketeurs le savent. Il y a deux grands moteurs à la vente: Eros et Thanatos, le sexe et la mort. Donc quand on a fait Bien sûr. peur à mourir à tout le monde avec Ferguson, avec les cavaliers de l'Apocalypse, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vendre derrière. Tout à fait. Et vous le savez très 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 bien. D'ailleurs, moi je dis, enfin, je l'avais écrit, bon, Twitter, j'avais dit que s'il fallait mettre une plume quelque part et marcher à quatre pattes, et que c'était Mmh. le On geste aurait fait. barrière efficace contre le Covid, je suis sûr qu'on aurait eu des millions de gens, enfin, en Mmh. tout cas des dizaines de milliers. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que les gens ont gobé, vous savez, c'est Goebbels qui disait la peur. La Mmh. peur. Il y Mmh. a Eros Thanatos, mais Thanatos, ça marche très 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 fort. Hein. Je veux dire, c'est pas pour les terres de tous les pays, caressez-vous, c'est pour les Mmh. terres de tous les pays, attention, danger, sinon Mmh. vous allez mourir. Et Mmh. ça, c'est bon, même chose, Russie-Ukraine. Dieu sait si je ne suis pas un partisan de Poutine, mais quand même, il y a quelque chose. Bon, il y a un problème d'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout le monde le sait, tout le monde condamne. Ah, mais, attendez, et en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Et les Pandora Papers sur Zelensky, ah ben on n'en Mmh. parle pas. C'est encore une fois, vous savez, on revient toujours à la même chose. C'est à partir du moment où vous avez une position qui consiste à dire, moi je suis dans ce camp, et ce camp a raison, et tout argument, toute vérification, toute preuve qu'il y a quand même des problèmes dans mon camp doit être écartée. Oui, c'est le Et retour ça, de c'est pas la, possible. c'est le retour de la fameuse Tina qui avait été popularisée par Margaret Thatcher à la fin de son mandat. Tina, Oui, there is no alternative. Il n'y a alternative, pas absolument. d'alternative. Et on le voit là, par exemple, personne n'a fait de sujet de fond, même pas le monde diplomatique. Pourtant, ils étaient compétents pour ça, notamment quand ils ont parlé des Russes dans l'Arctique. C'était un vrai sujet. Ils avaient fait un très très beau document en 2006, je me rappelle. Bon, ça date évidemment, mais bon, personne n'a parlé de comment ça aurait pu être empêché. Parce qu'après tout, si on est vraiment les amis des Ukrainiens, ce dont je commence réellement à douter aujourd'hui quand je vois comment les États-Unis se battront jusqu'au dernier Ukrainien, et on le voit vraiment aujourd'hui, c'était le sujet de ma vidéo précédente, eh bien, si on est vraiment leurs amis, on aurait dû déjà empêcher ce conflit, tout simplement, pour qu'ils gardent le Donbass, Absolument. pour que, voilà, bon, et puis pour que leur économie soit pas ravagée, pour qu'il n'y ait pas une conscription à 50 ans, parce qu'aujourd'hui, on a des gens de plus de 50 ans qui sont conscrits, qui sont Et de moins littéralement de 15 ans. Et de moins et de de moins de 15 15 ans. ans, exactement. Donc, enfin, je souhaiterais pas, enfin, avec des amis comme ça, j'ai pas besoin d'ennemis, quoi. Je voudrais pas avoir les amis que l'Ukraine a aujourd'hui. Mais personne n'a fait de sujet de fond sur quelle était l'alternative à cette situation. Comment, depuis 2014, la France, qui était garante des accords de Minsk, aurait pu intervenir, aurait pu, par exemple, si De Villepin avait été aux affaires, je ne vais pas défendre De Villepin dans tout, mais comme vous le savez, en particulier dans le monde arabe aujourd'hui, De Villepin continue à garder une certaine aura avec son fameux discours, c'est un vieux pays d'un vieux continent qui vous le dit, etc. Bon, eh bien, dont d'ailleurs Bruno Le Maire a revendiqué vaguement avoir été l'écrivain, ce dont quand même je me permets de me gausser. Eh bien, si Villepin avait été aux affaires, on aurait pu déployer des casques bleus dans le Donbass, comme ça se faisait dans le temps. Puis vous êtes né au Liban, donc vous savez que ça se fait. C'est pas parfait, c'est pas la Non, baguette mais magique, mais ça peut marcher. Et en 2014, la Russie
étant sur la sellette, n'aurait pas pu s'opposer au Conseil de sécurité de l'ONU pour un déploiement des casques bleus dans le Donbass. Encore moins d'ailleurs, puisque le Donbass n'était pas russe de toute façon d'un point de vue légal. Personne n'a parlé de ça. Pourquoi la France n'a pas fait immédiatement des casques bleus dans le Donbass en 2014? Pourquoi? Non, mais attendez, il faut remonter pour l'histoire là. C'est important de le rappeler. Moi, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, à la radio, à Sud Radio, j'ai eu Roland Dumas, qui fête ses 100 ans en ce moment, mais qui a toujours bon. Ah ouais, il a 100 ans. Il a 100 ans au mois d'août, et il a toujours bon pied, bon oeil, en tout cas, bon oeil et bon cerveau. Et lui était à ministère étrangère quand il y a la chute de l'URSS. Il m'a raconté tout ce qui passait avec Shevardnadze, avec Baker, avec Gorbatchev à l'époque, etc. Mais il y avait quelque chose, alors qu'il n'a pas été écrit, mais que tout le monde a dit bien avant les accords de Minsk, c'est que l'OTAN n'allait pas franchir la rive gauche du Dniepr. Et des médias ont écrit que c'était faux. Vous avez des médias qui ont dit non, jamais Bush-père ne s'est engagé à ça. Moi, ça a été confirmé par Roland Dumas et par un autre ministre des Affaires étrangères qui l'a dit aussi. Confirmé par des chefs d'État. Védrine, exactement, et tout le monde. Donc, le problème était très simple. À partir du moment où il était question, vous savez, que éventuellement l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN, c'est évident que pour les Russes, enfin en tout cas pour Poutine et les Russes, il y avait un vrai problème. Mais vous savez, ce qui est étonnant, encore une fois, on revient, ça c'est vraiment intéressant, on revient aux deux poids, deux mesures. 62, les Khrouchtchev qui met des missiles à Cuba, oui, et Kennedy les Américains avaient mis des missiles en Turquie d'abord. Oui, mais à Cuba. Et il lui dit, si vous les mettez à Cuba, c'est que la guerre dans 48 heures. Alors, tout le monde a dit, ah oui, à l'époque, mais Khrouchtchev était le méchant, Kennedy le héros, donc tout allait bien. Et là, c'est le renversement de la chose, et on ne peut pas. Et vous savez, il aurait suffi d'un vrai homme d'État pour aller voir les Russes, pour aller voir, bon, écoutez, on va arranger ça, on va arrêter. Parce que nous, là-dedans, on s'est mis, encore une fois, on s'est tiré une balle, pas dans le pied, mais dans le ventre, avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, oui, donc on revient toujours à, vous savez, à la secte, je répète, à la secte de l'ordre du temps solaire. Il y a une vérité, cette vérité, c'est la vérité révélée, et si vous n'êtes pas d'accord, ben attendez, on est là pour en discuter, on est là surtout pour creuser, demander, regarder l'histoire, regarder les choses, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et résultat des courses, on en est là aujourd'hui, ça peut continuer, comme vous dites, l'Amérique va se battre jusqu'au dernier Ukrainien peut-être. Mais, à mon avis, beaucoup de choses peuvent changer juste, on va pas faire de politique-fiction. Si les Républicains regagnent en midterm, c'est-à-dire en novembre, la Chambre des représentants et le Sénat, à mon avis, vous allez voir, ça va s'arrêter assez vite. Ah oui, ça c'est très intéressant. Moi, j'espère qu'on vous aura à nouveau dans l'émission pour parler des midterms, parce qu'effectivement, même si les élections américaines présidentielles restent entachées d'irrégularités qui sont factuelles aujourd'hui, et dont on a parlé d'ailleurs dans ma chaîne, dont vous avez parlé aussi sur Sud Radio. Et puis, bon, au-delà de ça, c'est quand même fondamentalement dur d'être convaincu de ce que Biden a fait plus de voix que Barack Obama, alors que Barack Obama était une star absolue qui incarnait l'espoir. C'était même complètement le slogan de sa campagne, c'était le Kennedy noir, c'est comme ça qu'il avait été présenté. C'est quand même assez étrange de penser qu'un grabataire en Alzheimer terminal ait pu faire plus de voix que lui. Mais d'ailleurs, ce même grabataire, on nous a dit à plusieurs reprises, rappelez-vous, le faux fact-checking, la conseillère en communication de la Maison-Blanche, quand Biden a lu son prompteur, a lu les didascalies de son prompteur, a lu le repeat the line, elle a dit à la presse, non, il a dit let me repeat that line, ce n'est pas pareil du tout. Bon, c'était un mensonge éventé, on le voyait bien. C'est son boulot, hein. C'est son boulot. Oui, mais justement, mais vous avez raison, on va pas lui jeter la pierre, c'est son boulot. D'ailleurs, elle le fait bien, je l'embaucherai, moi. Mais c'est les journalistes qui n'ont pas fait leur travail en face, c'est-à-dire CNN, etc. Bon, vous étiez où? Et d'ailleurs, même Barack Obama s'était moqué des journalistes de CNN. Il avait dit, vous savez, c'est marrant, il y a une série sur Netflix qui va sortir où des gens se font passer pour des journalistes de CNN. C'est drôle parce que d'habitude, les seuls à se faire passer pour des journalistes à CNN, ce sont les journalistes de CNN. Donc, non, mais... Et ce qui est extraordinaire, mais vous savez, et vous le savez très bien aujourd'hui, c'est pas Biden qui dirige. Hein. Ouais. Biden, il y a derrière lui tout le camp de ceux dont il était le vice-président, bien sûr. Et le complexe militaro-industriel, le deep state, comme on dit, qui marche très bien.
Oui, tout à fait. Deep State, dont on rappelle que c'est pas du tout une théorie conspirationniste, c'est un terme de science politique qui a Bien été sûr. inventé par Peter Dale Scott, immense diplomate canadien et très grand poète. D'ailleurs, il a écrit des poèmes remarquables. Et Peter Ouais. Dale Scott a écrit ce concept dans un essai très sérieux et qui mérite d'être étudié. Bah, merci donc déjà pour ce tour d'horizon, pour cette lame affûtée, cette plume dans la plaie pour l'actualité. Est-ce qu'il y a un autre sujet dont vous aimeriez parler avant de passer aux questions? Non, écoutez, je crois qu'on l'a abordé, on aura peut-être l'occasion d'aborder le reste. Juste un mot, encore une Mhm. fois. J'aime à citer, c'est un peu mon compte Twitter et c'est l'exergue de mon compte Twitter. C'est la phrase de René Char, du poète René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Ne Très, très. l'oubliez jamais, ça. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Eh bien, on va terminer cet entretien là-dessus, mais nous prenons les questions. Alors, comment trier dans cette masse de journalisme afin de trouver une presse en laquelle croire? C'est la première question, André Berkoff. Comment trier? Comment être un critique gastronomique? Voilà. Alors d'abord, la première chose, ne croyez pas. Ne Voilà, ne croyez croyez pas. pas, trier. Alors, je vais vous dire, c'est une incitation au travail. Je sais, vous allez tous me dire, et c'est normal, on a nos occupations, on a notre métier, on a nos loisirs, etc. On ne va pas passer son temps à éplucher la presse ou les médias. Mhm. Oui, mais si vous avez envie de savoir ce qui se passe, c'est du boulot. Ouais. Pardon, mais c'est du boulot. On va pas vous dire, on va pas vous mâcher, vous faire du papier mâché, mâcher le boulot. Il y a effectivement une presse qui est plus à écouter plus que d'autres, une télévision à écouter plus que d'autres, et surtout des éditorialistes ou des essayistes ou des journalistes à écouter plus que d'autres. Encore une fois, je le dis, ne généralisons pas. Il y a beaucoup de journalistes ici en France qui font très bien leur boulot. Eh ben, écoutez-les, regardez les compléments d'enquête, regardez des choses comme ça. Enfin, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Deuxièmement et surtout, je veux dire comment trier, je crois que la chose la plus importante, c'est encore une fois de ne rien tenir, en tout cas en matière d'information, pour vérité révélée. Mhm. Il n'y a pas de livre saint en Mhm. information. Il n'y a pas ni le Coran, Mhm. ni la Torah, ni l'Évangile. Ça Mhm. n'existe pas en matière d'information. Encore une fois, creusez, creusez, creusez. C'est la seule manière d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe. Oui, et après tout, c'est pas beaucoup plus compliqué que de faire sa propre nourriture. Alors parfois, oui, on doit craquer pour un Absolument. burger et de la bouffe toute faite ou un machin surgelé, mais juste comprendre que tout de même 3 ou 4 fois par semaine, il faut éviter de manger du surgelé ou du tout fait, bah, c'est pareil C'est pour pas les mal. informations. C'est pas Voilà, mal. c'est pareil pour les informations. On vous autorise quelques téléréalités par-ci par-là, mais sachez qu'évidemment, si vous ne consommez que cela, eh bien, vous allez tomber dans ce que Brigelli a appelé la fabrique du crétin. Et Dieu sait qu'il avait raison. Vous l'avez interviewé d'ailleurs, je crois, Oui, tout sur. à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, et ça, l'éducation nationale, ça mérite plusieurs émissions. Bah, on en Chose. fera et je serai ravi Enfin, d'accueillir Monsieur Brigelli sur ma chaîne. Alors, question suivante. Est-ce que tout ne se passe pas dans les dîners du siècle ou du Council of Foreign Relations ou d'autres? ouais. Dans quelle mesure ces groupes d'influence, qui, ne serait-ce que, si on veut être purement sociologique, si on veut même pas essayer de verser dans les poncifs d'ordre conspirationniste, si on veut être sociologique, c'est vrai que c'est toujours plus facile de prendre une décision en petit comité. Le principe d'un conseil d'administration, c'est C'est plus vrai, facile de bien prendre sûr. une décision à 30 qu'une décision à 30 millions. Alors oui, dans quelle mesure ces conseils infléchissent-ils la politique nationale et même le récit finalement, ou comment dire, la synchronisation des montres, l'accordage des violons médiatiques, et comment évidemment s'en prémunir. Alors, trois choses là-dessus. D'abord, effectivement, il y a des réunions, il y a le siècle. N'accordons pas à tous ces Bilderberg et compagnie à plus d'importance qu'ils en ont. Ils ont beaucoup d'importance. Mais vous savez, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de se voir. Oui. Ils, euh, ils font comme nous, ils parlent par téléconférence, ils parlent par Mhm. mail, ils parlent par téléphone, même sur des circuits cryptés, etc. Je crois que de ce point de vue, oui, les décideurs sont les décideurs. Et puis ne pas oublier aujourd'hui que c'est mondial. Là, la Mhm. mondialisation, elle a parfaitement réussi. Pourquoi? Mais on l'a vu, vous savez, avec l'histoire russe, c'est magnifique quand même. Je rappelle quelque chose. On dit, et c'est pas pour critiquer encore le pauvre Bruno Le Maire, l'économie russe. Mais dites-moi l'économie russe, si c'est le gaz, si c'est le pétrole, si c'est les engrais azotés, si c'est le nickel, si c'est les terres rares, etc. On va pas bouffer des billets. À Ouais. partir du moment où la financiarisation de l'économie a tué, n'a pas tué,
à écarter l'économie réelle, celle-ci, comme le réel, ne refera pas la porte. Et c'est devenu À la carte partir du aussi, moment comme vous le disiez. C'est devenu la carte par rapport au territoire, la financiarisation de l'économie. Exactement. Alors on dit voilà, c'est génial, on va gagner un fric fou avec ça, financiarisation, tout le reste, ça n'existe pas. Oui, sauf que ça se rappelle à la réalité, il suffit qu'il y ait une guerre, il suffit qu'il y ait un conflit, et on voit très bien où ça se passe. Donc, effectivement, ça existe. Mais je vais vous dire, encore une fois, si les citoyens, si les gens, et là ça dépasse le journalisme, si les gens ne savent pas qu'ils ont aussi, et pas seulement par le vote, et pas seulement par le vote, leur voix au chapitre, c'est très simple. C'est que s'il ne s'en occupe pas et dit oui, ça nous dépasse, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, le qu'est-ce qu'on peut faire? C'est formidable. Là, vous faites plaisir à tous les gouvernements du monde. L'aveu, l'impuissance est la Ouais, la vertu violence. principale de l'art de gouverner. On va vous dire, mais vous pouvez rien faire. Donc, restez chez vous, et puis voilà, restez chez vous comme on est resté chez nous pendant le confinement. J'exagère à peine. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, oui, il y a des cercles qui se rencontrent, mais ça, il y a. Bien sûr qu'il y a des cercles qui se rencontrent, mais ils se rencontrent entre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et là, on arrive au grand basculement, Idriss, dont on parlait. C'est que ce qui est nouveau, très nouveau, et pour moi, la chose la plus importante qui se passe aujourd'hui, c'est simplement que pour la première fois depuis 1945, la dédollarisation du monde a commencé. C'est-à-dire Ouais. que vous allez avoir toute une partie des pays qui dit attendez, nous aussi, c'est pas par morale ou par humanité, on va avoir notre part du gâteau. Et notre part du gâteau va commencer par notre monnaie. On ne veut pas dire qu'aucun litre, millilitre de pétrole doit être payé en dollars, eh bien ça c'est fini. Et ça, le processus est commencé. Et Donc ça, voilà, on est bien on d'accord assiste à qu'en ça. 50 ans de journalisme, vous n'aviez jamais vu ça. Parce que moi, j'ai Jamais. évidemment pas votre recul, mais j'ai eu la chance d'enseigner la géopolitique et je sais que c'est une première absolue depuis la Deuxième Guerre mondiale d'avoir Tout à une fait. dédollarisation. Mais même quand vous étiez en salle de rédaction, quand vous étiez en presse dans les années même 70-80, on est bien d'accord qu'à aucun moment vous n'aviez vu tomber un Non. éditorial ou un qui disait allez, ça y est, on y est presque, quoi. Ça n'existait pas. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, peut-être que certains esprits extrêmement visionnaires l'ont vu, mais à ma connaissance, Emmanuel Todd, ouais. le dollar ne se discutait même pas. Le dollar. C'était le, et surtout, n'oubliez pas, après la chute de l'URSS, l'Amérique était tout seule. C'était la fin de l'histoire, chère à Fukuyama. Bon, Ouais, tout à après, fait. il y a eu le 11 septembre, mais c'est pas ça, le 11 septembre, c'est pas ça qui a changé. Ce qui a Mhm. changé, c'est qu'aujourd'hui, les BRICS, vous savez, le Brésil, etc., ont commencé à se dire, attendez, et vous savez ce qui a été, et c'est très intéressant, et ça aussi, pourquoi le journaliste ne l'a pas traité vraiment. Quand il y a eu SWIFT, on a dit, écoutez, les avoirs russes, c'est fini, on les garde. Là. Ah oui, Mhm. d'accord. Sauf que ça ne s'est jamais passé, donc la confiance, c'est fini. Donc ils ont dit, s'ils ont fait ça avec les Russes, ils vont faire ça avec nous. Nous, Brésiliens, nous, Indiens, nous, Chinois, nous, ceci, cela. Mhm. Et ça, c'est l'intérêt. Encore une fois, je ne parle pas de morale, je parle Ouais. de réel. À Mhm. partir du moment où a commencé cette dédollarisation du monde et l'euro qui suit comme un mouton, et on va voir malheureusement ce qui va se passer, et bien, on assiste à ça. Et là, pour revenir au sujet de notre discussion, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'articles, qu'il y ait beaucoup plus d'éditoriaux, or, ça ne va pas, parce que pourquoi dire ça? Ah oui, mais vous nous gênez là. Non, 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 on ne peut pas Mhm. parler de ça. On parle, vous en parlez chez vous, on en parle chez moi, on en parle dans les radios. Mais combien en parlent? Combien parlent véritablement de cela? Il est là le problème. Qui est infiniment plus important que certaines autres nouvelles, en effet, qui faisaient la une. Alors, question suivante. Les fact-checkers sont-ils les nouveaux commissaires politiques? Alors là, c'est très clairement posé comme question. Alors, ça Ouais. peut être métaphorique ou ça peut être à prendre au sens littéral. Je vous laisse la liberté de comment vous prenez cette question. Est-ce que vous la prenez littéralement ou métaphoriquement? Mais les Ben moi, fact oui, je vais répondre par une simple question. Qui va fact-checker les fact-checkers? ouais, Moi, c'est c'est tout. mmh, Je voudrais savoir, je veux dire, les fact-checkers autoproclamés, quand on mmh, lit un certain nombre de choses qui sont complètement bidons et qui se mmh, font passer pour fact-checkers, on revient à l'étiquette. Je ouais, veux dire qu'il y a certains épiciers de l'information qui se mmh, font passer pour des fact-checkers pour dire attendez, non, 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 mais moi je vous assure, c'est pas du sous-vide, etc. Sauf que quand vous regardez certains, c'est non seulement du sous-vide, mais du faisandé. Donc voilà, pour moi, c'est très joli tout ça, mais ça ne veut strictement rien dire. Encore une fois, ou le journalisme est par essence un fact-checker, ou il ne l'est pas. Donc il faut arrêter avec ces petits spécialistes autoproclamés, qui en général d'ailleurs sont aussi fake que les autres.
Oui, c'est vrai que si le journalisme existait, on parlerait même pas de fact-checking. Et au Bien fond, sûr. vous encourager à faire exactement ce que l'on a appris lentement à faire pendant les 30 glorieuses comme habitude de consommation, c'est-à-dire retourner les produits pour regarder les ingrédients derrière. Évidemment, à Exactement. partir, voilà, dans la grande époque des années 50, les fameux Mad Men, les marketeurs américains là, qui nous vendaient tout, qui nous vendaient des Cadillac roses et des cigarettes et du nectar d'orange. Eh bien, évidemment, au début, on achetait dans les rayons que sur la façade du produit. Et puis, lentement, petit à petit, on a appris à Voilà. retourner le produit, à regarder les Re- ingrédients. Regardez les colorants. Voilà, Regardez toujours c'est les ça. colorants. Regardez sur l'écran, regardez sur le papier, regardez sur les ondes et même sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà. Regardez les colorants. Merci de cet excellent conseil, qui fera d'ailleurs un bon jeu de mots donc avec la question du commissariat politique. Alors, question suivante, comment créer et entretenir durablement des médias citoyens? Alors vous êtes journaliste professionnel, donc vous avez fait de ça votre métier, votre vie, certains diraient aujourd'hui de façon grandiloquente, votre sacerdoce. Mais donc maintenant, évidemment, quand on veut avoir des journalistes citoyens, est-ce que c'est d'ailleurs une bonne chose? Est-ce que normalement, dans une société, les vaches ne devraient pas être bien gardées et puis les citoyens devraient vaquer à leurs occupations? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, je crois que journalisme citoyen, encore une fois, pour moi, c'est comme fact-checker, ça ne veut Mmh. rien dire. Si un journaliste n'est pas citoyen, il est quoi? Ouais. Simplement, c'est un citoyen dont la fonction, et qui est payé pour ça, il faut le dire, enfin, qui devrait être payé pour ça, s'il n'est pas exploité, devrait Mmh. être, encore une fois, c'est quoi? C'est trier le bon grain d'ivraie, c'est enquêter, c'est travailler, c'est transmettre l'information de la manière la plus claire et la plus honnête possible, en mettant, je ne dis pas à chaque fois en faisant l'équilibre, mais en Mmh. mettant un peu tout sur la table. C'est vraiment mettre tout sur la table et expliquer. Parce que Mmh. sinon, on n'a pas besoin de journalistes. Les Mmh. citoyens, bon, il faut qu'ils aient des gens qui sont, vous savez, c'est les intercesseurs, c'est les Mmh. truchements, c'est les intermédiaires. On a besoin de ça, on a besoin que gens qui nous expliquent. Mmh. Comme les professeurs devraient être ça, des professeurs de Mmh. civisme, des professeurs d'esprit critique. Je reviens à l'esprit critique. C'est ça Mmh. que l'école devrait enseigner, la première. Ouais, L'esprit tout à fait. critique. S'il n'y a pas Mmh. d'esprit critique, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, c'est très bien l'instruction, mais je veux dire, l'instruction, ça fait partie de l'instruction totale, de l'instruction civique. Donc, je crois que de ce point de vue-là, je pense que c'est pas les citoyens n'ont pas, ils ont, alors, oui, juste un mot, les citoyens vont devenir journalistes, et ça, moi, je le vois quand ils vous envoient les informations. Ça, c'est Mmh. formidable. Ça existe. Il faut savoir qu'à la radio, à Sud, moi, je reçois énormément de mails, etc. On me dit, mais vous savez, Monsieur Berkoff, il y a ça et ça et ça et ça. On vérifie. Et je vous assure que j'ai été extrêmement enrichi par des centaines d'auditeurs qui vous envoient des choses. Et ça, c'est pas ni des dénonciations, ni des ça. Mmh. C'est véritablement, il se passe telle ou telle chose dans mon quartier, dans mon village, dans ma cité, etc. J'aimerais vous le faire savoir. Et On ça, c'est assez check, récent évidemment. finalement. C'est assez récent Oui, finalement. Donc. oui, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à dire tiens, ce type Mmh. ne dit pas les mêmes choses que d'autres, donc on va lui Mmh. envoyer ça. Et ça, j'ai été très frappé. Ça fait surtout depuis 2 ans ou 3 ans qu'on reçoit énormément de courriers sur tel enseignant. Juste un mot là-dessus, par exemple. Enfin, quand même, le scandale, Idriss Aberkan, le scandale de la non-réintégration des Ouais, soignants. ouais, bien Enfin, sûr. le scandale de la dénonciation des médecins par l'ordre des médecins. Je veux Mmh. dire, tout ça, quand même, c'est quelque chose qui devrait faire. Mais la une, je veux dire, aujourd'hui qu'on sait que la transmission, etc., on l'a déjà dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, vous voyez, fait partie de la chose. Comment on ne peut pas accepter, vous savez, on ne peut pas accepter des exclusions de ce genre, parce que un jour, c'est vous qui êtes sur la ligne de mire, et c'est Absolument. vous qui êtes sur la ligne. Ça commence par les non-vaccinés, enfin les soignants non-vaccinés, ça commence par les médecins qui ont été accusés de traiter leurs patients, mais comment vous traitez comme ça dehors, l'ordre des médecins, quand même. Mmh. Et après, ça finit par qui? Eh ben, par vous, par moi. Et puis on a eu les Donc, pompiers entre-temps, etc., qu'on a été voilà. bien embêtés de ne pas avoir avec les incendies en Gironde. Question suivante. Ah, on a Lisa Azuelos qui nous dit bonjour. Bah, merci Lisa de nous suivre. La réalisatrice Lisa Azuelos, on te salue Lisa. J'aime énormément, comme tu le sais, ce que tu fais. Et je vous encourage toutes et tous sur l'audience à aller voir ses films. Oh, elle n'a pas besoin de moi pour aller voir ses films. Elle a sorti un très bon truc sur Amazon dont je suis allé à la première. I Love America avec Sophie Marceau. Je vous le recommande vivement. Question suivante. Donc, merci Lisa. On te kiffe, comme disent les Jones. Faut-il une nouvelle charte de Munich ou simplement la remettre à jour? Bon, moi, alors personnellement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle. Je pense qu'il faudrait suivre mais si vous voulez un peu nous en dire plus, ou bien répondre en une phrase comme vous le souhaitez. Oui. Non, je répondrai, si vous voulez, que les chartes, c'est très, très, très bien.
Maintenant, encore une fois, c'est l'action de chacun qui compte. Ouais, C'est ouais. très bien les chartes, il faut garder des garde-fous. Les chartes, quelle qu'elle soit la loi de la presse en 1881, Mhm. c'est un garde-fou. Mais attention à certaines lois qui ont été promulguées et qui, au fond, sous prétexte de liberté d'expression et de messages contre la haine, empêchent la liberté d'expression. Alors moi, Mhm. je dis, je suis contre les messages de haine, on les sanctionne. La Oui, loi bien les sûr, mais sanctionne il y a un et droit les commun. sanctionne formellement. Il Mais y a un droit encore une commun, pas la fois, peine de faire du droit où à tous les s'arrête, jours. ou comment, voilà. Pour moi, la liberté, elle est indivisible. Mhm. La liberté d'expression, elle est indivisible. Si quelqu'un dit une saloperie, comme la radio d'Émile Colline au Rwanda qui incite au massacre, eh ben on les met en prison, enfin on les massacre, Bah, on les ils sont soumis au sanctionne droit commun. durement. Bon, ils sont soumis au droit Voilà, commun. voilà. Pourquoi faire des lois qui empêchent cela? Donc Mhm. voilà, pour moi, c'est pas les chartes, ce ne sont pas les lois, ce sont les gens qui doivent se mobiliser à chaque fois, mais encore une fois, sur une forme pacifique, contre toute atteinte à la liberté d'expression. Ouais, tout à fait. Alors, question suivante. La soumission aux élites n'est-elle pas un manque de bon sens? Et surtout, le formatage ne commence-t-il donc pas dès l'école de journalisme? Je sais que beaucoup de gens se posent cette question, en effet. D'ailleurs, si vous me permettez cette question, André Berkoff, est-ce que vous-même, vous aviez fait une école de journalisme? Je ne me suis pas intéressé à ce que vous aviez fait avant de devenir journaliste. Est-ce que vous avez acquis le journalisme comme ça se faisait normalement? Parce qu'après tout, le simple fait qu'il y ait des écoles de journalisme est quelque chose qui peut se discuter. On peut, C'est clair. voilà, Écoutez, alors, je vais vous répondre, je n'ai pas fait d'école de journalisme. voilà, ouais. Et pour moi, Et très Albert Londres non sincèrement, plus, mais Joseph Kessel et encore moins, Joseph Kessel non plus, et Blaise Blaise Cendrars Sandrard non non plus. Voilà. plus, et tous non plus. Enfin, je veux dire, je ne suis pas contre. Je veux dire, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on apprenne les instruments. Et aujourd'hui, il faut être multimédia. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une question technique. Mhm. Mais qu'on apprenne l'idéologie. Et il y a malheureusement beaucoup d'écoles de journalisme qui transmettent des Tout à idéologies fait. ou une Mhm. idéologie. Et ça, Mhm. c'est pas possible. Je veux dire que l'école de journalisme ne doit pas être une école de poulet aux hormones. Ouais. Il est là le problème. On en Il revient est, au il, colorant, comme vous le disiez. Absolument. C'est-à-dire que j'apprends effectivement, j'enseigne comment. Alors après, et puis il faut aussi parler de ça. Il y a des dons, il n'y a pas de dons. Il faut arrêter Oui, avec oui. cette espèce. Il y a du talent, il n'y a pas du talent. Il y a de Mhm. la curiosité ou pas de la curiosité. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes, je vois tout de suite. Il y en a qui n'ont rien à foutre, qui disent ah ben on va appliquer les trucs, voilà. Et les autres, c'est quoi? Eh ben Mhm. les autres, c'est on fait le modèle et tout ça. Eh ben non, non. L'école, si vous voulez, pour moi, honnêtement apprenez la sociologie, lisez des livres. Lisez. Mhm. Lisez des livres, on revient toujours à ça. Lisez, creusez. Si vous ne creusez pas, vous ne lisez pas des livres, ça ne sert à rien. Parce que si vous n'avez pas de culture, excusez-moi, et juste par rapport à l'élite, il faut une Mhm. élite. Moi, je ne suis pas contre les élites Une en tant que vraie telles. élite. Oui, une véritable élite. Voilà, mais pas une élite irresponsable, pas une élite paresseuse, pas une élite trouillarde, pas Pas une la élite qui noblesse de n'ose même l'ancien pas. régime dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, et pas un journalisme et une élite journalistique qui n'ose pas mettre les mots MOTS sur les Mhm. mots MAUX. S'il n'y a Mhm. pas ça, il n'y a rien. Voilà. Non, très clair. Merci infiniment. Alors, question suivante. En tant que journaliste libre et soucieux de respecter la charte de Munich, êtes-vous menacé? Ah oui, bonne question. Est-ce que vous avez subi des pressions? Est-ce que vous et menacé dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans l'aspect Ouais. intellectuel, c'est-à-dire est-ce que l'esprit Berkoff va disparaître? Alors bon, pardonnez-moi, je le personnalise, je ne devrais Non, pas. mais Mais bon, on va le dire simplement pour l'audience, on va dire l'esprit Berkoff. Mais est-ce que l'esprit, on va dire l'esprit Beaumarchais. Allez, voilà, on va dire l'esprit Beaumarchais. ouais. Est-ce que cet esprit-là est en voie d'extinction? Et est-ce que vous, physiquement, vous avez reçu des menaces ou voilà, des Alors, coups je vais vous répondre, effectivement. Non, c'est une bonne question. Alors, primo, l'esprit Berkoff ou Beaumarchais, mieux que Berkoff, de seigneur tout l'esprit à l'heure? est en danger. Est en danger, pourquoi? Parce que effectivement, je suis extrêmement frappé de voir que l'humour qu'il y avait dans les années 60 sous De Gaulle, avec Mhm. Harakiri et le premier Charlie Hebdo, avec même Ouais. le Canard enchaîné, qui n'est plus du tout ce Mhm. qu'il était, a complètement perdu de son acuité, enfin, l'esprit français, c'est quoi? C'est L'esprit front, là. français, c'est la répartie, le pamphlet. Enfin, vous avez Mhm. des anthologies du pamphlet depuis le XVIe siècle, le XVe, Et extraordinaires. les Où sont mazarinages. ces gens-là? Bah, enfin, écoutez, où sont les Odes d'Axa? Je cite des noms que personne ne connaît ou presque, les Albert Libertad, les Laurent Taillade, les Léon Blois, les Henri Ouais. Béraud. Il y en a 400 que je pourrais citer comme ça, qui sont de très, très, très grands prosateurs et qui mettaient la plume dans la plaie.
Après, on pouvait aimer ou pas. Et pour revenir à ça, c'est ça qui est terrible. C'est que justement, je dirais, alors, en ce qui me concerne, non, j'ai jamais été menacé, en tout cas physiquement, enfin Mhm. jusqu'ici. Tout peut arriver, hein. C'est pas, rien Mais n'est c'est vrai exclu. que En revanche, ah, je suis tricard. Je peux dire, je suis tricard, par exemple, sur le service public, mettons ce qu'on appelle le service public, que nous payons tous bah, vous ne avec serez pas le seul, hein. Vous voilà. ne serez pas le seul à être C'est écart sur clair. la politique, Eh ouais. ben, depuis 10 ans, pratiquement, je ne suis jamais passé dans le service public. Bon, c'est pas Mhm. grave, ça ne m'empêche pas ni de dormir la Ouais, nuit, mais ce qui est ni grave, de c'est que jouir c'est de le la vie. service public. Ce qui est grave, c'est que c'est le service public. C'est Bien ça qui est sûr, bien sûr. confus. C'est-à-dire, où est la pluralité du service public? Mhm. 25 millions de foyers français payent la redevance, où ils se retrouvent avec qui? Mhm. Dites-moi un animateur qui n'est pas dans la doxa Bobo Gaucho. Tout à C'est tout. fait, Moi, j'ai ouais. rien contre la doxa Bobo Gaucho, mais je voudrais savoir un Mais bon, animateur de France Inter ou de France Info qui n'est pas Bobo Gaucho. ah, Un seul. Saint-Germain-des-Prés ne représente pas la France, ça reste un fait. Je veux dire, bon, ça pouvait représenter des choses dans les années 40 ou Non. 50, mais ça ne représente pas Ouais. les 27 millions de personnes qui payent la redevance. Mais Idriss, je vais vous dire, c'est même pas Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'est Maintenant, aujourd'hui, c'est les ouais. résidences secondaires. Oui, c'est Je les veux dire, résidences secondaires, ils ouais. sont plus, il n'y a plus personne à Saint-Germain-des-Prés. Ouais, Enfin, ouais, il y a en plus. quelques personnes qui magouillent un tout petit peu, mais c'est gentil. Ça ne Ouais. représente rien. Bon, mais oui, cette notion, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, mais cette notion qu'un journaliste sérieux puisse être tricard, ça aussi, c'est quelque chose qui était inenvisageable dans les années 80, ou C'est enfin, qui vrai. peut-être qu'elle a commencé dans les années 80, fondamentalement, mais Peut-être, oui. lentement. On voyait certains Ouais, symptômes, et puis ensuite, c'est devenu vraiment une sorte de tout, de quinte glaireuse à partir des années 2000, avec en plus l'arrivée du politiquement correct et de la cancel culture. ça. Mais donc, merci là aussi pour cette réponse très claire. Pensez-vous que la solution passera par les urnes? Alors, je vais faire un lancement sur cette Mhm. question. Je rappelle à mon audience que vous avez été co-auteur avec un excellent comparse de Abstention piège à con. Bien, je Donc comprends, oui. c'est déjà quand même une réponse, d'autant que vous avez vu mai 68. Vous ne l'avez pas fait, mais vous l'avez vu, donc vous avez connu la période. Je l'ai vécu, oui. Ouais, Voilà, ouais, donc vous avez vu les élections piège à con bien sûr. placardées sur les murs, et vous avez, avec le recul que vous avez, écrit abstention piège à con. Non, Donc voilà, votre réponse à cette question, pensez-vous que la solution passera par les urnes? non, la solution ne passera pas seulement par les urnes. J'ai Mhm. écrit ça parce qu'effectivement, je pense qu'il faut y aller. Mhm. Je pense simplement que si on croit que les élections vont tout arranger, non, malheureusement, parce que vous aurez toujours les abstentionnistes, vous aurez toujours les gens, enfin, Les bon, lobbies. et puis les lobbies, et puis les manœuvres, et puis les magouilles, etc. Important quand même d'y aller, important de Mhm. se compter. Maintenant, je vais vous dire, moi je suis extrêmement frappé, et vous voyez la chose la plus intéressante, qui est un peu le non-dit de ce que de jusqu'ici, c'est, vous avez vu, pas de référendum depuis 2005. Ouais, ouais. Depuis que les Français ont voté à 55% contre la Mhm. Constitution européenne et qu'on s'est assis dessus, mais littéralement assis dessus avec le traité de Lisbonne, je veux dire, c'était terminé. Hein. Mhm. Et aujourd'hui, pas question de parler de référendum. Qui parle de référendum? Et Mais puis plus personne. deuxièmement, Alors, dès qu'on parle et de puis, référendum, on parle de populisme. On dit que c'est et populiste, puis les référendums. voilà. Et puis deuxièmement, Idriss, je veux dire, les élections. Oui, mais quelles élections? Mhm. Pourquoi on n'applique pas beaucoup plus la proportionnelle? Il me Oui, ah paraît la oui. moindre des choses que les gens qui votent soient représentés Mhm. proportionnellement à leur importance. Mhm. Aujourd'hui, il y a les magouilles majoritaires à deux tours, etc., Triangulaire, etc. Mhm. Voilà. Et donc, qui fait n'importe quoi. Donc, élection, oui, mais pas n'importe quelle élection. Et vive la proportionnelle de ce point de vue-là. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais donc, pour résumer votre propos, si vous me permettez, les élections sont nécessaires, mais pas suffisantes. Exactement. Et ça donne une idée, d'où l'intérêt aussi de la démocratie directe, participative et autres. Euh, alors, pourquoi ne pas décorréler métier de journaliste et groupe de médias comme État et religion? Ah oui, c'est vaste programme là, hein, comme dirait le philosophe, mais Ouais. c'est moins Charles de Gaulle que le philosophe. D'ailleurs, oui, j'ai oublié, quand vous parliez de référendum, je voulais quand même citer ça. Vous avez aussi vécu le départ du général sur un Bien référendum. sûr. Qui Bien verrait ça sûr. aujourd'hui? Enfin, on nous dit la cinquième donne trop de pouvoir. Mais oui, mais si vous De Gaulle exécutez est parti 1 heure après qu'il y ait eu les résultats du une référendum. heure après, ouais, une heure 1 heure après. après. Je me rappelle très bien, c'est en 69. Il Ouais. a eu les résultats. Il a dit, je démissionne, je mets À fin à mes midi. fonctions. Le résultat, mais voilà, 1 heure après. Alors aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait faire. Mais je vais vous dire, par exemple, juste pour De Gaulle, c'est pas pour Ouais. encenser De Gaulle, mais jamais De Gaulle n'aurait fait la cohabitation. De Gaulle aurait été vaincu à une élection législative, à tort ou Il raison, je dis pas. démissionnait, bien sûr. Mitterrand est resté en 86, Mitterrand est Mmh. resté
après en 88, après 88, 88, ouais. 97, etc. Ouais. Mhm. Voilà, 88, etc. Enfin bon, et il y a eu Ouais, deux cohabitations, puis il y a eu Chirac, etc. Donc, ouais. si vous voulez, là aussi, on ne peut pas, mais c'est une vaste question, on n'aura pas le temps de la traiter là. C'est pas une question c'était la religion et l'État, disait Oui, alors, Nathalie donc Cohen. voilà, la question c'était, en gros, est-ce qu'il faudrait pas faire, alors j'avoue, c'est plus théorique que pratique, mais peut-être que ça va vous inspirer quelque chose de pratique. La question c'était, pourquoi ne pas décorréler le métier de journaliste et l'aspect financier, le groupe médiatique? Alors ça pourrait être avec des conventions collectives, ça pourrait être avec Ouais, justement ouais, des je chartes, des comprends. codes, etc. Voilà. Et en gros, comme l'État, comme l'Église et l'État. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, ça, oui, c'est très bien théoriquement. Je pense que c'est Mhm. compliqué parce qu'il faudrait les dons des citoyens Ouais. qui Mhm. effectivement, ça. Mais je vais vous dire, quand on voit les associations et les associations qui comptent de celles qui ne comptent pas, vous savez Ouais. que l'État donne l'État. Nous. N'oubliez jamais que l'État, c'est nous. Ne l'oublions Ouais. pas. L'État, Oui, c'est l'État, moi. c'est. Hein. C'est pas François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Hein. Ne Mhm. l'oublions pas, ça, c'est hallucinant quand même. Je veux dire, Ouais, qui est tout. hallucinant. Ouais. Bon, mais en fait, il faudrait que l'État, à ce moment-là, donne des subventions, mais pas seulement une certaine presse aux associations. J'y crois pas beaucoup. Vous savez, moi, je suis très frappé du fait que on n'est pas en France, ce qu'il y a en Amérique, où il y a des milliardaires et des milliardaires qui subventionnent des journaux très différents ou des chaînes très différentes. Je prends Oui, un au moins. exemple. Pourquoi Ouais. nous n'avons pas, face à CNN de Ted Turner, nous n'avons pas un milliardaire comme Rupert Murdoch qui fait Fox News? On aime ou on Oui, n'aime pas, les c'est un autre conservateurs, bien problème. sûr, non, mais Mais au Fox, minimum, voilà. oui, au minimum, on a des lignes éditoriales. Alors, évidemment, les marxistes diront, mais ça reste de la presse de milliardaires et c'est un fait. Mais au minimum, Oui, on mais a on une a presse ligne, conservatrice écoutez. et une presse libérale. Enfin, libérale dans le Donc, sens américain du terme, non, c'est-à-dire de gauche. exactement. Mais je veux dire, Idriss, Tucker Carlson, ce qu'il dit, vous donne des informations que ne donneront jamais Don Lemon C'est et compagnie exact. sur Ouais, ouais, c'est CNN. exact. Ah bah, Donc, si et on vous l'a vu pendant voulez, la crise et sur Biden. C'était le seul sur Biden voilà, à rappeler les faits tels qu'ils étaient. Alors mais on en voilà. reparlera parce que j'espère avoir la chance d'interviewer des personnes, notamment sur la censure de Russia Today. On en reparlera parce que fondamentalement, l'idée est de dire quoi? L'information de Russia Today, eh bien, vous savez qu'elle ne pourra pas être fondamentalement anti-russe, mais vous le savez à l'avance, c'est marqué sur l'étiquette. Donc il n'y a pas de surprise. Non, mais bien sûr. Tucker Carlson, vous savez qu'a priori, il ne mettra pas un ténor républicain en difficulté. Vous le savez, il n'y a pas de surprise. Mais au moins, quand vous avez besoin Non, d'avoir la plume dans non, la plaie mais, portée sur les démocrates, eh ben vous l'aurez, alors que vous ne l'aurez pas avec CNN. C'est non, mais exact. Idriss, ça s'appelle la pluralité. Je croyais qu'on nous parlait, ça fait depuis toujours, on nous bassine avec la démocratie. C'est la pluralité, non Eh seulement de ben non. l'information, des opinions. Où elle est où la pluralité? Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de Ouais. pluralité dans les écoles de journalisme aussi, en Ben, France. Il n'y a pas du tout de pluralité dans les écoles de journalisme. je vous dis, les poulets aux hormones. Ouais, les poulets aux hormones. Bon, et ben c'était notre dernière question. Donc merci infiniment, André Berkoff. Ouais, je suis vraiment très honoré d'avoir fait cette émission avec vous pour une fois, hein, qu'on inverse les rôles. J'ai été encore une fois aussi très Merci. très heureux d'avoir pu intervenir sur les ondes avec vous chez Sud Radio, que je recommande vraiment à Une toutes fois nos encore. auditrices et auditeurs de voir. Mais merci de vous être prêté au jeu, d'avoir mis une dimension essayiste dans cet éditorial. Hier, on avait le temps, on a 1 heure. Vous nous avez sorti référence sur référence de Libertad à Léon Blois, en passant par Blaise Sandrard et Joseph Kessel. Eh ben, bon Dieu, ça fait du bien, hein, parce que sur YouTube plus qu'ailleurs, on a besoin de ce genre de références. Vous savez, en ce moment là, ça a été pas mal. Je vais lancer des fleurs au groupe Altis. Là, la Libération a fait une belle une dernièrement. Ils ont eu un bon journaliste qui a bien bossé et qui a fait une une. C'était Arnaque, Frime et Putaclic. Voilà, c'est en référence à un très bon Ouais. film que je vous recommande, Arnaque, Crime et Botanique, un film des années 90, qui est un très très bon film, un film anglais, Arnaque, Crime et Botanique. Bah là, ils ont fait Arnaque, Frime et Putaclic, C'est butaclic. où ils parlaient justement des influenceuses à Dubaï qui arnaquent tout le monde avec les crédits professionnels formation, et puis Booba qui est rentré dans la danse ou qui a eu le courage d'ailleurs de dénoncer ça. Bon, dans ce monde d'influenceurs, dans ce monde où le président de la République voudrait être influenceur, où Nabila appelle à voter pour lui, mon Dieu, enfin, on en était là. Bon, Nabila qui vendait du Bitcoin en 2017 au sommet. Eh bien, avoir des références comme Libertad, comme Blois et comme Kessel et tant d'autres, bon Dieu, ça fait du bien, André Berkoff. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous, Idriss. Et à Merci. bientôt.